Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2023, pour ce webinaire, le rôle du représentant des usagers dans la certification des établissements de santé. Pour certains, c'est devenu une petite routine puisque c'est le troisième webinaire que nous proposons sur cette thématique cette année. Nous avons la chance de pouvoir compter sur notre partenaire, le réseau Santé Qualité Risque, et en la présence de Laurine Dutoit aujourd'hui avec nous pour animer ces webinaires, puisque nous avons pu travailler collectivement, conscients de l'importance de la certification et du rôle accru que jouent les représentants des usagers. Nous avons pu travailler à vous proposer cette offre de webinaire. J'insiste, c'est un webinaire, mais pour autant, n'hésitez surtout pas. L'intérêt de ce webinaire est aussi l'interactivité. Alors, vous ne pouvez pas prendre la parole par micro, puisque seuls les intervenants ont ce pouvoir sur cet outil. Néanmoins, je vous partage actuellement les petits tips sur comment demander la parole et en tout cas de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, les onglets chat et les onglets questions. Donc, les onglets chat pour réagir à tout moment et les onglets questions qui nous permettent de voir assez facilement vos différentes questions et de pouvoir les traiter. Donc n'hésitez surtout pas, je laisserai un petit peu plus la parole à Laurine qui nous confirmera sa méthode d'action, mais en tout cas pour avoir pu l'expérimenter, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure, on prendra plusieurs temps pour y répondre en continu, et on est là en priorité pour répondre à vos questions et vous apporter tous ces éléments sur la certification. Laurine, je te remercie et je te laisse la parole. Merci beaucoup Maureen. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce webinaire sur donc la certification. L'idée c'est de vous sensibiliser quel est le rôle des représentants des usagers dans la certification des établissements de santé. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont déjà réalisé des visites de certification, d'autres non. Du coup voilà, là l'idée c'est de refaire un petit point sur voilà, qu'est-ce que la visite de certification, quelles sont les méthodes qui seront utilisées par les experts visiteurs et surtout quel est le rôle des représentants des usagers. On a essayé avec France Asso Santé de mettre dans le diaporama quelques exemples de questions qui peuvent être posées aux représentants des usagers, etc., pour que ce soit vraiment plus clair pour vous et plus, on va dire, plus réaliste. Alors, donc voilà, on va faire différentes, voilà comment va se composer un petit peu ce webinaire. Donc, qu'est-ce que la certification de manière générale? Un petit temps d'échange. Quel est le rôle des représentants des usagers? Petit temps d'échange et les points clés de la certification. Et comme le disait Maureen, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra volontiers. Alors, juste avant de commencer, donc moi, c'est Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau Santé Qualité Risque. Donc, c'est un réseau qui est ouvert aux professionnels, aux établissements et services sanitaires et aux médico-sociaux de la région Hauts-de-France. Donc, peut-être que votre établissement dans lequel vous siégez est adhérent chez nous. Donc, on a 148 adhérents, donc 57% en Nord-Pas-de-Calais, 43% en Picardie. Donc le réseau, l'engagement du réseau, c'est de contribuer du coup au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé. L'idée, voilà, c'est qu'on aide les établissements dans leur démarche qualité en continu. Donc voilà, si vous interpellez vos ingénieurs qualité en établissement, je pense que si vous parlez du réseau, ils doivent nous connaître. Donc avec des principes forts, on apporte aux professionnels, aux établissements un appui opérationnel. Voilà, on les aide, on les accompagne dans leurs projets, on développe des expériences innovantes et des projets pilotes. On mutualise et on favorise les expériences et les expertises régionales. On n'hésite pas du coup à mutualiser et à réaliser des retours d'expérience, voilà, pour s'entraider dans la région. On garantit l'expertise des intervenants du réseau. On renforce et on partage la culture d'évaluation de sécurité en santé et on intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, on a vraiment une volonté de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins de nos membres, donc établissements, professionnels, etc. Donc, on a différentes activités au réseau. On a une partie uniquement pour nos adhérents où là, on propose des audits croisés, des enquêtes régionales, des groupes de travail, des appuis au groupement, des projets nationaux, etc. Et on a une partie en fait financée par l'ARS, donc qui concerne tous les professionnels de la région, donc tous les établissements de la région, où on les aide à l'appui des événements indésirables graves associés aux soins, où on réalise des rencontres régionales, des formations ciblées.
des accompagnements ciblés, des projets régionaux, etc. Donc voilà pour la petite présentation du réseau. S'il y a nos mails, hein, à la fin du diaporama, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous souhaitez plus de renseignements. Alors, qu'est-ce que je vois qu'il y a une question, les diapos seront-elles disponibles? Oui, hein, je pense qu'on envoie le diaporama à la fin du Alors, webinaire. on ne l'envoie pas, mais comme je l'avais précisé un peu précédemment dans le chat, tout est mis à disposition sur une page spéciale qui reprend tous les replays et tous les diaporamas des 3 webinaires qu'on a pu faire cette année. Donc là, d'ici la fin de journée, il y aura le replay et le diaporama qui seront rajoutés à cette page-là. Alors, pour commencer, donc, qu'est-ce que la certification? Donc, la certification, c'est piloté par la Haute Autorité de Santé, donc la HAS. Elle concerne du coup tous les établissements de santé, hôpitaux et cliniques, qu'ils soient publics ou privés. La certification consiste à évaluer du coup la qualité et la sécurité des soins, donc pour améliorer la qualité des prestations au sein des établissements. Elle s'intéresse à la fois à la prise en charge, à l'expression du patient et au pilotage des établissements. On va être vraiment sur, quand on parle de prise en charge, on sera vraiment sur la prise en charge de manière générale réalisée par les professionnels de santé. À l'expression du patient, on le verra juste après, où on donnera du coup la parole au patient pour s'exprimer, sur voilà, son ressenti au niveau de sa prise en charge et au pilotage de l'établissement. Voilà, voir un petit peu, ce qui se passe au niveau de la gouvernance. C'est un dispositif d'évaluation externe qui est indépendant, est obligatoire et donc la certification a lieu tous les 4 ans. Donc, qu'est-ce que la HAS? Qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé? Donc, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Elle a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et elle vise à développer du coup la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social au bénéfice des personnes. Donc, elle travaille aux côtés des pouvoirs publics, dont elle éclaire la décision avec les professionnels pour optimiser leurs pratiques et organisation et au bénéfice des usagers dont elle renforce la capacité à faire leurs choix. C'est vrai que la HAS travaille en lien avec, nous, du coup, en région, l'ARS, voilà, pour éclairer les décisions de l'ARS, des professionnels, axés sur des projets régionaux et cetera. Pourquoi la certification? Donc c'est pour apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes des usagers, des professionnels de santé et des autorités de tutelle. Donc qui est certifié? La certification concerne tous les établissements de santé, que l'établissement soit public ou privé, quelle que soit leur taille et leurs activités. Médecine, chirurgie, santé mentale, hospitalisation à domicile, etc. Vraiment, tout le monde est concerné. Comment se passe la visite? On enchaîne et puis on fera un petit temps d'échange juste après cette partie-là. Donc, comment se passe la visite? La visite, en fait, elle dure en moyenne de 2 à 5 jours et c'est des experts visiteurs qui viennent du coup dans l'établissement pour évaluer le niveau de la qualité des soins de l'établissement. Donc les experts visiteurs vont s'appuyer du coup sur un référentiel, donc c'est le guide qui décrit du coup la démarche, un manuel, donc avec les 15 objectifs pour les établissements qui sont déclinés en plusieurs critères, un calendrier de visite que l'établissement reçoit quelques mois avant, voilà, pour valider la venue des experts visiteurs et valider du coup le calendrier de visite. Avec dans ce calendrier de visite les méthodes qui seront utilisées par les experts visiteurs. Donc les méthodes, ça peut être des entretiens avec les patients pour retracer un petit peu leur parcours lors de l'hospitalisation. C'est la méthode du patient traceur. Avec les professionnels, il y a des audits, il y a des rencontres avec les représentants des usagers. On verra tout ça après. Donc, qu'est-ce qu'un expert visiteur? Donc, la certification est évaluée par des pairs, donc ce qu'on appelle experts visiteurs. Donc, c'est des professionnels de santé qui sont soit encore en activité, soit à la retraite depuis moins de 3 ans. Ça peut être des médecins, des cadres de santé, des gestionnaires, des responsables qualité ou des gestionnaires de risque. Et les équipes, souvent quand elles viennent en établissement, elles sont composées de 2 à 4 experts visiteurs et ils sont parfois plus nombreux si c'est des établissements de grande taille, par exemple des CHU. Là, on aura peut-être, une équipe de 5 experts visiteurs en fonction vraiment de la taille de l'établissement. Qu'est-ce que le manuel de certification? En fait, le manuel de certification, c'est vraiment le socle du dispositif de certification. Dans le manuel de certification, on retrouve vraiment tous les objectifs et les critères à satisfaire par l'établissement de santé et tous les éléments nécessaires à leur compréhension et leur évaluation.
Donc en fait, dans le manuel de certif que vous retrouvez du coup, sur le site internet de la HAS, il y a vraiment tous les critères qui y sont, indiqués. Et donc cette approche facilite ainsi son appropriation par les professionnels et les représentants d'usagers, parce qu'en effet, vous pouvez du coup vous appuyer sur ce référentiel pour réaliser des évaluations internes de manière autonome, enfin vous auto-évaluer et vous pouvez aussi vous en servir comme outil de pilotage de l'amélioration continue de la qualité. Ça sera aussi du coup utilisé par les experts visiteurs comme document de référence pour la conduite de la visite. C'est vrai que c'est vraiment le socle parce que les établissements vont l'utiliser pour s'entraîner en auto-évaluation, en évaluation interne, et ce sera du coup utilisé par les experts visiteurs. Donc vous avez vraiment les mêmes informations que les experts visiteurs. Donc voilà, là c'est le manuel de certification, hein, donc c'est les 2 premières pages. Et on vous a remis du coup dans le PowerPoint le lien pour accéder au manuel de certification. Si on prend par exemple, la prise en charge de la douleur, on va prendre le critère 1.208, donc le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Alors c'est un critère qui est en rouge, on le verra juste après, hein, mais je prends un petit peu d'avance. C'est un critère qui est en rouge, c'est un critère impératif. Donc en fait, c'est les établissements doivent prioriser leur évaluation sur les critères justement en rouge, impératifs. Et donc sur ce critère-là, on retrouve au niveau du pilotage, bah, voilà, est-ce que, la gouvernance a mis à disposition des recommandations de bonnes pratiques? Est-ce que la gouvernance a formé les professionnels? Ensuite, on verra au niveau des actions, est-ce que les professionnels anticipent ou soulagent rapidement la douleur du patient? Est-ce qu'ils argumentent la pertinence des décisions de la prise en charge? Est-ce qu'ils peuvent faire appel à si besoin, un réseau d'équipes d'experts ou de recours, si voilà, ils peinent à trouver des solutions? Et ensuite, au niveau de l'évaluation, donc, est-ce que l'établissement a mis en place des actions d'amélioration après analyse des résultats cliniques? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui existent pour évaluer la prise en charge de la douleur? Donc voilà, l'idée, c'est voilà, vous allez retrouver en fait, en dessous de chaque critère, un descriptif du critère, les éléments d'évaluation, donc comment les experts visiteurs vont aller évaluer ce critère en établissement et ensuite vous avez tous les documents associés si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la démarche. Et donc prise en charge de la douleur, voilà, si on reprend un petit peu, cette thématique, donc quelles sont les mesures à mettre en œuvre dans la prise en charge de la douleur? Donc on recherche et on mesure la douleur via une échelle adaptée à la situation de clinique du patient. Donc comme vous voyez, tout est expliqué, hein. On explique, tout aux établissements, comme ça ils peuvent s'entraîner avant la visite de certification et s'évaluer, avant la visite de certification. Est-ce qu'il y a un traitement de la douleur? Est-ce que ça a été réévalué par les professionnels? Est-ce qu'il y a une une réunion pluriprofessionnelle au niveau de la stratégie de la prise en charge et cetera? Est-ce qu'il y a une traçabilité dans le dossier? Donc voilà, tout est indiqué pour aider les professionnels à, répondre à ce critère. Quels sont les résultats de certification? Donc on a 4 niveaux de résultats: établissement certifié avec mention, établissement certifié sous condition et établissement non certifié. Donc si l'établissement est certifié avec mention ou est certifié, la nouvelle visite a lieu dans les 4 ans. Par contre, si l'établissement est certifié sous condition, une visite est reprogrammée entre 6 et 12 mois. Et si un établissement est non certifié, là, une visite reprogrammée entre 12 et 24 mois. Ensuite, donc une fois que les experts visiteurs auront réalisé du coup, l'évaluation dans l'établissement, donc un rapport de résultats, va apparaître. Donc ce sera une diffusion publique sur le site de la HAS, sur Qualiscope. Il y a une diffusion auprès de l'agence régionale de santé et une diffusion à l'établissement. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques avant de passer à la place du représentant des usagers dans la certification? Oui, alors on a eu 2 questions, dans l'onglet questions. Une première: comment peut-on devenir auditeur de ces établissements? Quels sont les critères? Qui doit-on contacter? Donc plutôt l'aspect professionnel. Et je te donne la deuxième et comme ça tu peux répondre aux 2. Ouais. Quelle différence faites-vous entre qualité et sécurité des soins?
Alors pour la première, comment peut-on devenir auditeur? Je pense qu'en fait, il faut aller directement sur le site de l'AHS et contacter l'AHS. Nous, c'est vrai qu'au réseau santé qualité risque, on connaît pas mal d'experts visiteurs dans la région, que ce soit des experts visiteurs médecins ou cadres de santé. Mais du coup, je pense qu'il faut peut-être vous renseigner auprès de la Haute Autorité de Santé pour, devenir expert visiteur. Après, il y a certains critères, hein, pour répondre, à l'appel à candidature. Je me demande s'il n'y a pas sur le site internet de l'AHS, il n'y a pas justement, une page sur, comment devenir expert visiteur, quels sont les critères et cetera, et il y a peut-être du coup des contacts, en lien. Mais voilà, tout est normalement, sur le site de l'AHS et vous pouvez du coup contacter l'AHS si vous souhaitez devenir, expert visiteur. Et ensuite, quelle différence faites-vous entre qualité et sécurité des soins? Il n'y a pas vraiment de différence, mais en fait, on parle de qualité et sécurité des soins parce que voilà, si on demande une certaine qualité de prestation, forcément au niveau de la sécurité des soins, ça comment? Ça augmente la sécurité des soins, donc c'est vraiment en lien en fait, qualité, sécurité des soins. Souvent on le met on va dire dans le même lot, parce que voilà, si on évalue un établissement sur sa qualité, on l'évalue aussi sur sa sécurité des soins et donc voilà, c'est un petit peu en lien. Et ensuite, pourquoi un établissement non certifié a plus de temps pour réagir qu'un établissement certifié sous condition? Parce qu'en fait, la HS part du principe qu'un établissement qui est non certifié, du coup, il y a beaucoup plus de critères, à, à réévaluer, on va dire. Donc l'établissement doit partir de beaucoup plus loin qu'un établissement qui est certifié sous condition. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a plus de temps pour réagir parce qu'un établissement qui est non certifié, surtout qu'un établissement qui est non certifié ou un établissement qui est certifié sous condition, doit repasser du coup une visite de certification, donc sur l'ensemble des critères, comme pour la première visite, mais c'est soit l'établissement est certifié, soit il ne l'est pas. Il y a plus voilà, si on est certifié sous condition une fois, on ne peut pas être certifié sous condition une deuxième fois. C'est soit on est certifié, soit on ne l'est pas. Et pareil pour un établissement non certifié, c'est la même chose, mais par contre, on laisse plus de temps aux établissements non certifiés parce que l'AHS considère qu'il y a beaucoup plus de boulot, pour un établissement non certifié pour redresser la barre et réussir à passer au moins au niveau, certification. Parce qu'un établissement non certifié ne peut pas être certifié sous condition la deuxième fois. Et que se passe-t-il si un établissement n'est plus certifié? Alors là, je pense qu'en fait, ce sera à la main de l'ARS. Donc si un établissement est non certifié, il aura du coup l'AHS, va informer, l'agence régionale de santé, de la non certification. L'agence régionale de santé, va du coup, je pense, accompagner l'établissement, pour essayer, voilà, de passer une nouvelle visite de certification et d'approcher le vert. Mais par contre, s'il n'est plus certifié, là, ce sera, au niveau de la région que la décision sera prise. Et après, si vraiment l'établissement n'est plus certifié, c'est la fermeture de l'établissement ou de certains services de l'établissement. C'est vrai que ça s'est vu dans d'autres régions où un établissement n'était pas certifié, il n'a pas réussi à redresser la barre. Du coup, le service de maternité a été fermé pour plutôt s'axer sur des soins, on va dire, plus de base, quoi. Et éviter, du coup, souvent, ils ferment les secteurs à risque, comme, la maternité, ça peut être de l'endoscopie et cetera. C'est vrai que ça s'est vu dans d'autres régions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas. Il y a un de nos participants qui a donné le lien du site de l'HAS sur comment devenir expert visiteur. Donc, ils ont complété ta réponse. Ah super. Mais tu as répondu à toutes les questions pour l'instant qui étaient apparues. Mais pour moi, c'est bon pour l'instant. Tu peux continuer. Parfait. Alors, quelle place du coup, dans la certification pour le représentant d'usager?
Donc le rôle pour le représentant d'usagers, c'est bien de porter la voix des usagers. Ensuite, d'instaurer un partenariat avec les professionnels de santé, les responsables médicaux et managériaux. C'est vraiment, vous faites le lien entre les usagers et les professionnels. Et vous participez du coup à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Donc, quels sont vos interlocuteurs en établissement? Donc là, c'est vraiment à titre indicatif, hein, voilà, il y a peut-être d'autres personnes, mais c'était vraiment pour vous donner quelques exemples. Ça peut être, les personnes responsables de la relation avec les usagers, le directeur de l'établissement, le directeur qualité, l'ingénieur qualité. Voilà, si jamais vous êtes nouveau représentant d'usagers en établissement, n'hésitez pas à contacter, l'une de ces 3 personnes qui pourra du coup vous rediriger exactement voilà, sur les personnes à contacter en établissement. La démarche de certification, donc, elle se déroule en 4 étapes. Il y a l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification, il y a la visite des experts visiteurs, il y a la décision de certification et il y a la publication des résultats et le retour par l'établissement. Si on reprend la première étape, donc au niveau de l'engagement de l'établissement dans la procédure de certification, la première étape, donc l'établissement va s'engager. Donc ça, c'est la direction de l'établissement qui va réaliser cette première étape, donc qui va intégrer les données issues des bases nationales et qui va valider et mettre à jour les données de l'établissement. Combien de services, combien de professionnels, etc. Et ensuite, il y a une préparation à la visite de certification. Donc, on vous a mis quelques exemples, hein, pour les représentants des usagers, mais là aussi, c'est à titre indicatif, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait en établissement. Donc, pour les représentants des usagers, c'est déjà une prise de contact avec la direction, le responsable qualité, etc. Une prise de connaissance du manuel. N'hésitez pas à imprimer le manuel, essayez de le lire, voilà, que ça devienne un petit peu votre, voilà, qu'il soit sur votre table de chevet, voilà, histoire que, voilà, vous vous imprégniez un petit peu des critères. Vous participez à l'évaluation interne et vous préparez du coup la rencontre avec les experts visiteurs. Donc la deuxième étape, c'est la visite avec les experts visiteurs. Donc, qui se déroule en plusieurs parties. Donc, il y a une séance inaugurale, avec l'implication dans la certification. Donc, quelle collaboration avec les professionnels et quel rôle dans l'établissement? Le bilan journalier, donc participation à la réflexion, de la direction et des équipes. Donc, c'est vrai qu'à la fin de journée, souvent l'établissement réalise un petit bilan et le représentant des usagers est invité à participer du coup, à ce bilan. Au cours de la visite, donc les experts visiteurs vont rencontrer les représentants des usagers. Et ensuite, en séance de restitution, vous pouvez participer à la présentation des résultats. Donc au niveau, juste avant, donc on avait au cours de la visite des rencontres spécifiques avec les représentants des usagers. Donc là, c'est la méthode de l'audit système. En fait, les experts visiteurs vont interviewer les représentants des usagers, sur différentes thématiques. Donc là aussi, on vous a mis quelques exemples de questions. Ça peut être sur le recueil de l'expression du patient. Donc les questions qui peuvent vous être posées, c'est, bah, voilà, les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients, donc ISATI, ces questionnaires de sortie, est-ce qu'elles sont communiquées aux représentants des usagers? Est-ce que les représentants des usagers contribuent à leur analyse? Est-ce que vous participez à l'élaboration d'autres enquêtes de satisfaction? L'idée, c'est vraiment voir votre implication au sein de l'établissement. Ensuite, au niveau de votre implication dans l'établissement, considérez-vous avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée dans cet établissement? Si oui, comment? Assistez-vous régulièrement aux instances réglementaires? Quel rôle avez-vous dans ces comités? Vos propositions sont-elles prises en compte? Voilà, c'est quelques exemples de questions. Ensuite, on a aussi une partie sur les événements indésirables. Donc, il y a des questions qui peuvent vous être posées également. Est-ce que vous avez accès dans un délai raisonnable au courrier, aux plaintes et réclamations? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Êtes-vous informé des réponses apportées par l'établissement? Avez-vous connaissance des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, des résultats des enquêtes de satisfaction, d'ISATIS? Êtes-vous associé à l'analyse de ces retours d'expérience des patients et usagers? Participez-vous aux évaluations des plans et actions entreprises et à leur suivi? Voilà, c'est toutes les questions qui peuvent vous être posées du coup, lors de la visite de certification par les experts visiteurs, donc pour, vraiment savoir si, connaître votre implication au sein de l'établissement. Ensuite, au niveau de la décision de certification, donc la troisième étape, l'AHS transmet le rapport de visite à l'établissement. L'établissement transmet ses observations après réception du rapport.
et la commission de certification émet une décision de certification après observation. Ensuite, au niveau de la publication des résultats, retour par l'établissement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, diffusion publique des résultats sur le site de la HAS et Caliscope, diffusion auprès de l'ARS et diffusion à l'établissement. Donc, publication des résultats dans l'établissement, donc au niveau de la CME et au niveau de la CDU, donc la commission des usagers des établissements de santé. Et donc là, le représentant des usagers peut être inclus dans le plan d'amélioration au niveau, enfin suite à la publication des résultats. Et donc, pourquoi vous impliquer dans la certification? Ben, c'est bien de renforcer les droits collectifs et individuels des usagers. Donc, c'est vraiment faire connaître et faire évaluer la représentation des droits des usagers. Et du coup, favoriser la collaboration représentants des usagers et professionnels de santé. Comme on le disait tout à l'heure, vous allez être vraiment le lien entre les patients, vous et les professionnels de santé. Ça va vraiment être un triangle, le lien en fait entre ces trois parties. Vous contribuez à la transparence de la procédure et vous favorisez la confiance en la certification. Donc en effet, on favorise la confiance parce que c'est basé sur des retours, des points de vue qui, en les croisant avec ceux des professionnels, permettent d'obtenir du coup une photographie beaucoup plus complète de la situation de l'établissement et de ses forces et faiblesses. Une réelle implication des représentants des usagers en collaboration avec les professionnels, donc qui va permettre de favoriser la résolution de dysfonctionnements constatés dans l'établissement. Et le représentant des usagers peut jouer un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public. Et c'est vraiment un porte-parole de l'expérience et des attentes des usagers. Et ensuite, bah, c'est surtout pourquoi s'impliquer? C'est surtout pour participer à l'ouverture d'un nouvel espace de dialogue et d'information lié à la démarche qualité et sécurité des soins et à la promotion des approches centrées sur le patient. Donc ça coïncide vraiment avec les missions de la CDU. Ça permet d'enrichir la mise en œuvre des méthodes, notamment celle du patient traceur qu'on verra juste ensuite, et ça assure la prise en compte de l'expression des usagers et de la valeur accordée à cette expression. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous allez être en il y a vraiment un lien qui sera fait du coup entre les représentants des usagers et les professionnels. Donc entre représentants d'usagers, ça va permettre de forger, le point de vue, donc rassembler les informations disponibles, les analyser collectivement, produire une synthèse qui sera envoyée à l'établissement. Avec les professionnels, ce sera la participation à la préparation. Vous allez participer aux différentes méthodes, participer à la définition des actions d'amélioration et leurs modalités de suivi et participer au projet des usagers. Et ensuite, avec les experts visiteurs, donc participer à la visite de certification, donc assister aux séances inaugurales, échanger avec les experts visiteurs sur votre vision de l'établissement, sur la qualité de fonctionnement de la CDU, et cetera, et assister du coup à la restitution. Donc vous avez vraiment, vous, en tant que représentant des usagers, un rôle important heu, dans cette démarche de certification, que ce soit au niveau de la préparation, mais aussi, lors de la visite des experts visiteurs. Donc là, on vous a remis un petit peu, là aussi, hein, c'est un titre indicatif, comment vous impliquer dans la certification. Donc on vous a donné quelques exemples, donc vous pouvez participer aux instances, aux groupes, notamment à la commission des usagers, au comité de pilotage qualité, à la démarche éthique. En participant à des groupes de travail. S'il y a des groupes de travail qui sont réalisés en établissement sur des thématiques qui vous intéressent, ça peut être la douleur, voilà, ça peut être l'éthique, ça peut être la prise en charge médicamenteuse, vous pouvez demander du coup à l'établissement d'y participer. En participant du coup au projet des usagers. Et maintenant le projet des usagers, c'est un élément de preuve qui est attendu par la HAS depuis janvier 2023 en proposant des rencontres avec les usagers. Je sais que dans certains établissements de la région, par exemple, tous les premiers lundis du mois, les représentants des usagers sont présents dans l'établissement et voilà, ils proposent des rencontres du coup avec les usagers, bah, voilà, pour, se faire connaître, voilà, le rôle des représentants des usagers et cetera. Vous pouvez participer à des visites d'établissement, que ce soit, pour des nouveaux arrivants, heu, des nouveaux professionnels, ou des visites d'établissement des usagers, où là du coup, vous pouvez regarder au niveau de la signalétique. Est-ce que la signalétique c'est vrai que les professionnels sont tous les jours, hein, dans l'établissement donc la signalétique, forcément ils ne voient plus, vraiment la totalité. Donc l'idée c'est, d'avoir un regard un petit peu extérieur
Et voilà, en participant à des visites d'évaluation, de regarder un petit peu la signalétique. Est-ce que la signalétique est bien indiquée? L'accessibilité, l'ergonomie, le bruit. Est-ce que les ascenseurs sont disponibles? Est-ce qu'il y a la présence ou non de poubelles? Est-ce que voilà, enfin voilà, c'est quelques idées qu'on vous a mis ici pour vous impliquer au niveau des visites d'établissement. Après, vous pouvez participer en tant qu'observateur, pardon, dans les audits réalisés par l'établissement, dans les phases de préparation à la visite de certification, dans les analyses de résultats. Ensuite, vous pouvez, utiliser des sources d'informations comme les registres des réclamations, les lettres de satisfaction, les lettres de réclamation, les résultats des questionnaires de satisfaction, des questionnaires de sortie, et cetera. Et vous pouvez participer à l'analyse et la synthèse anonymisée des événements indésirables. Voilà, c'est un petit listing à titre indicatif, mais voilà, c'est pour vous donner quelques exemples sur, votre implication au sein des établissements et au niveau de la certification, qui peuvent du coup aider les établissements à se préparer. Si on fait un petit focus sur le projet des usagers, on a le critère 3.2.11, l'établissement implique des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement. Donc l'élément d'évaluation, c'est le projet des usagers est formalisé et articulé avec le projet médical et soignant. Donc là, en fait, la HS demande à ce que le projet des usagers soit bien mis en lien avec le projet médical et soignant pour bien faire ce lien entre usagers et professionnels de santé. Donc là, pour vous aider à élaborer ce projet des usagers, il y a nos collègues de Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, pardon, qui ont réalisé un petit guide et boîte à outils qui peut vous aider à réaliser ce projet des usagers. Et ensuite, il y a un guide HS aussi qui vous aide pas à pas. Et Laurine, si je peux me permettre de compléter, on Oui. propose la formation participer au projet des usagers en tant que RE en CDU le 23 novembre prochain à Arras et il reste quelques places. Donc si des RU présents Ah ben, n'hésitez aujourd'hui pas. sont Ouais. intéressés, j'envoie le lien pour vous inscrire. Merci Maureen. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Les RU suppléants sont-ils conviés? Alors, en fait, tout dépend de l'établissement, mais les représentants d'usagers suppléants peuvent être conviés. Tout dépend, voilà, si l'établissement, le souhaite. Alors je sais que habituellement, c'est plutôt les RU, qui sont les RU suppléants ne sont pas toujours conviés, mais après vous pouvez toujours demander, à votre établissement. Et ensuite, pour avoir l'avis des usagers, il me semble de bon ton d'aller les rencontrer. Y a-t-il des règles à ce sujet? Non, après oui, c'est vrai que pour avoir l'avis des usagers, principalement, il faut aller à leur rencontre. Y a-t-il des règles à ce sujet? Il y a pas vraiment de règles. Chaque établissement fait comme, bon le semble. Alors il y a des établissements qui, qui mettent un petit stand à l'entrée de leur établissement avec, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, tous les premiers lundis du mois, rencontre avec le représentant des usagers, qui permet aussi de vous faire connaître et du coup, d'avoir l'avis des usagers, en même temps. Il y a des établissements qui plutôt utilisent la méthode du patient traceur qu'on verra juste ensuite. Donc, la méthode du patient traceur, en fait, il y a des interviews avec le représentant des usagers. Donc, ils impliquent le représentant des usagers, dans cette, méthode pour, avoir l'avis, et que le représentant des usagers puisse connaître l'avis des usagers. Mais il n'y a pas vraiment de règles spécifiques à ce sujet. Et Laurine, je me permets de répondre aussi à un commentaire qu'on a eu dans le chat concernant le manuel de certification qui effectivement fait 300 pages. Je pense pouvoir dire que c'était une blague de l'avoir en livre de chevet. Oui, Euh, oui, 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 oui. mais alors, effectivement, ça peut être compliqué de l'imprimer. Parfois, les établissements les ont et peuvent vous le mettre à disposition. Sinon, l'utiliser aussi en version dématérialisée. Utiliser la fonction recherche qui permet d'aller chercher des mots-clés et aller voir des points de ce manuel très précis. Ça peut aussi être une solution parce qu'effectivement, on peut comprendre et je ne vous conseille pas forcément d'imprimer 300 pages de manuel de certification. Mais
Donc, je réponds un petit peu parce qu'il y avait cette question dans le chat, hein, Laurine, sous ton contrôle. Oui, Mais... oui. Non, non, mais c'est vrai que je disais l'avoir en livre de chevet, mais c'était une blague. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller, voilà, de au moins vous imprégner. Et je vais vous redire, mais dans le manuel de certification, le plus important pour moi et que vous devez prendre connaissance, c'est en fait à la fin du manuel de certification, il y a, euh, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Il me semble que c'est. Alors, si tu veux, pendant que tu cherches cette information, moi, je vais répondre aux deux autres questions qui sont sur la représentation des usagers. J'en profite. Vas-y, vas-y. Donc, j'ai une première question. Qui peut être RE, un bénévole qui n'appartient pas à une association, mais qui fait partie d'une association de visiteurs, peut-il être RE? Alors, la représentation des usagers dépend de l'agrément en santé du ministère de la Santé, qui est fourni à des associations d'usagers. Donc, c'est vraiment des associations qui répondent aux critères pour avoir cet agrément. Alors, ce n'est pas forcément des associations de patients, hein, ça dépend à divers critères. Il y a des associations de consommateurs, des associations de handicap, associations de retraités, associations familiales. Et mes excuses si j'oublie certains collèges, je ne les ai pas tous cités. Mais en tout cas, il faut les représentants des usagers est mandaté par son association pour être présent dans l'établissement ou dans toute autre instance et doit dépendre d'une association. Après, les associations sont très très larges. Il y a si vous êtes intéressé par cette fonction, il existe des listings complets mis à jour très régulièrement des associations qui ont l'agrément et qui ont cette possibilité de déposer les candidatures pour la fonction de RU. Donc, n'hésitez pas à les consulter. C'est mis à jour très très régulièrement et c'est une liste qui est assez large qui peut permettre à des bénévoles aussi de trouver leur intérêt au niveau des différentes associations proposées. Et je profite pour répondre à la deuxième question qui dit est-ce que l'organisation titulaire suppléant est obligatoire puisque quand on parle du mandat de représentant des usagers en commission des usagers, c'est une organisation obligatoire puisque les textes de loi prévoient la présence de deux RU titulaires ainsi que leurs deux suppléants. Après, la réalité fait qu'il n'y a pas toujours les sièges qui sont tous complétés. Donc, il y a parfois un minimal. On a la chance en région, je le précise, d'avoir en général et toujours au moins un RU qui est sur le siège de titulaire. Idéalement, les deux titulaires et idéalement les deux suppléants. Mais ça peut vraiment varier. Après, c'est quelque chose qui est prévu par la loi et qui dépend juste du nombre de bénévoles que nous arrivons à mobiliser en région. Et je remercie à nouveau nos associations régionales qui font un très grand travail de mobilisation qui permet d'avoir au moins un RE par établissement. Mais en tout cas, cette formation est prévue par la loi. Je continue. J'ai une autre question sur la réunion sur le projet des usagers qui est prévue par la suite. Alors, si vous parlez de la formation, donc là, il y a effectivement cette formation qui est en novembre et je peux vous dire en avant-première qu'elle sera reprogrammée l'année prochaine. Alors, je ne sais plus exactement où en région, mais il y aura bien une session 2024 de la formation projet des usagers avec France Asso Santé. Donc, si vous ne pouvez pas faire celle de cette année, vous pouvez toujours vous baser sur celle de l'année prochaine et puis on vous mettra à disposition les documents qui sont aussi proposés par nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté dont Laurine parlait tout à l'heure, qui sont très très bien faits. Donc, on vous les enverra aussi on les mettra à disposition sur notre page régionale avec les diaporamas pour que vous puissiez les consulter. Voilà, Laurine, tu as peut-être retrouvé ton information. Oui, j'ai retrouvé l'info. Donc, au niveau du manuel de certification, moi, je vous conseille, c'est de lire de la page 270. Donc, il y a les représentants des usagers dans la certification pour la qualité des soins. Ensuite, il y a page 272, oser s'impliquer dans la certification, pourquoi, comment. Et en fait, c'est à la fin. Hein. Et ensuite, les représentants des usagers à toutes les étapes de la certification pour la qualité des soins en 276. Enfin voilà, vous avez à la fin, à partir de 270 jusqu'à... Il y a même un guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers. Page 278, où là, vous avez plein de questions qui peuvent être posées aux représentants des usagers. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous imprégner surtout de ces pages-ci
Et voilà, de pas hésiter à reprendre les questions et dire: «Bah, voilà, si l'expert visiteur me pose cette question, qu'est-ce que je réponds derrière?» Et si vous avez des difficultés, ne pas hésiter à interpeller, du coup, vos interlocuteurs en établissement sur voilà, ben, qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Comment je peux m'impliquer, autrement et cetera. Voilà, l'idée c'est, voilà, vous avez tout vraiment indiqué dans le manuel de certification. Et je Donc à je partir précise, de page ouais. 270. Je précise en réponse à des questions dans le chat qu'on pourra remettre le lien vers le dernier manuel de certification sur notre site internet. Et je rebondis juste sur un commentaire par rapport à la présence des suppléants et des titulaires. Donc apparemment dans un établissement où ça se passe très très bien et tous les suppléants sont intégrés, sont invités, et ce qui permet effectivement d'avoir un suivi des dossiers. Je rappelle que c'est effectivement la position défendue par France Assos Santé, l'intérêt d'avoir toujours les titulaires et suppléants présents. Néanmoins, la loi prévoit la présence des titulaires ou des suppléants dans leur action de suppléance, c'est-à-dire en absence du titulaire. L'invitation des suppléants reste à la bonne volonté de l'établissement et que ça n'est pas le cas de tous les établissements. Donc même si nous maintenons cette position et nous invitons fortement les établissements à inviter tous les représentants, titulaires ou suppléants, ça reste à la bonne volonté des établissements. Voilà. Et je suis désolée, Laurine, je te repasse la Non, main, non, mais c'est non, des vas-y questions sur Maureen, la pas de souci, représentation. ouais, ouais. Donc, dois-je attendre ma validation en tant que RE pour participer à cette formation? Donc, j'imagine que Madame vient de poser sa candidature au cours de l'appel à candidature complémentaire qui vient de se clore. Dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre et de la faire plutôt l'année prochaine, puisque effectivement, c'est une formation qui intervient plutôt dans un second temps. Je vous conseillerais de faire d'abord la formation RE en avant, qui est la formation de base, et la formation RE en CDU, qui vont vous permettre d'acquérir toutes les bases sur le rôle du représentant des usagers en CDU. Le projet des usagers est quand même un niveau un petit peu supérieur en termes de formation, et ce serait difficile de la prendre tout de suite. A fortiori, si vous n'êtes pas forcément nommé, ça m'embêterait que vous suiviez une formation alors qu'on n'est pas complètement certaine de votre nomination. Donc, je vous conseille plutôt d'attendre. Mais par contre, toutes nos formations seront publiées dès le 8 décembre lors des assises. Je ferai un petit topo sur nos événements de fin d'année tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous serez certaine de votre nomination ou non et vous pourrez vous positionner sur les formations qui vous intéressent. Mais je reviendrai sur nos événements de fin d'année en toute fin du webinaire. Et effectivement, on peut le notifier sur le règlement intérieur. Je lis les commentaires. C'est une possibilité de travail en CDU. L'invitation des suppléants peut être notifiée dans le règlement intérieur, ce qui permet de couvrir notamment le défraiement de ces suppléants dans leur activité de suppléance. Et dans leur activité de représentant des usagers tout court. Dans ce cas-là, si c'est prévu par un règlement intérieur, ça permet effectivement de faciliter les choses. Mais je maintiens que ça reste en discussion avec l'établissement et dans le partenariat entre le représentant des usagers et l'établissement, ça doit être discuté et validé en CDU collectivement. Voilà. Laurine, je te repasse la main. Merci Maureen, pas de souci. Alors ensuite, c'est juste pour vous faire un petit point sur donc la nouvelle certification V. Maintenant, on parle de V 2024. Hein. En fait, la HS a sorti la nouvelle certification V 2020, mais tous les ans, la HS met à jour. Donc, suite aux différentes visites de certification, met à jour. Donc là, on arrive à la version V 2024. Donc en effet, hein, il y avait la V1, la V2, la V2 2007, la V 2014. Donc la certification, les versions sont revues régulièrement par la Haute Autorité de Santé et donc entrée en vigueur en novembre 2021 de la certification V 2020, donc réajustée en 2023 et maintenant 2024. Donc les enjeux, on a l'engagement du patient, la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Donc le référentiel qui se compose en 3 parties, une partie sur le patient, une partie sur les équipes de soins et une partie sur l'établissement de santé. Donc au niveau du chapitre 1, le patient, donc on a 4 objectifs. Est-ce que le patient est informé et son implication est recherchée? Est-ce que le patient est respecté? Est-ce que les proches et ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient? Et est-ce que les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge? Donc ça, c'est 4 objectifs et ensuite qui sont déclinés en plusieurs critères.
Chapitre 2, au niveau des équipes de soins, donc là, on sera plus au niveau des professionnels de santé. La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient. Est-ce que les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge? Est-ce que les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique? Et est-ce que les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle? Et ensuite, le chapitre 3 sur l'établissement de santé, donc là, on est plus sur la gouvernance. Est-ce que l'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire? L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. La gouvernance fait preuve de leadership. L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail, donc QVT impliquée par la gouvernance. L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté, et l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Donc on vous a remis, du coup ce manuel de certification. Donc là, on a vu les différents chapitres donc qui sont déclinés en plusieurs objectifs. Donc là, c'est les objectifs déclinés en plusieurs critères. Donc voilà un petit peu, donc vous avez du coup dans le manuel de certification, les fiches critères, les fiches pratiques et c'est dans ces fiches pratiques à partir de la page 270, que vous allez du coup retrouver, voilà tous les éléments, qui concernent les représentants des usagers. Donc, pour vous donner un petit exemple, si on prend le chapitre 1, le patient, l'objectif 1.2, le patient est respecté et ensuite c'est décliné du coup en plusieurs critères. Par exemple, le 1.201, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. 1.202, le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté. Donc là, ça concernera que les enfants et adolescents. Donc voilà, vous avez du coup les différents, critères associés aux objectifs. Et donc, si on reprend par exemple le critère 1.201, le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité. Vous avez toujours du coup un petit descriptif du critère et ensuite vous avez donc un petit tableau sur les éléments d'évaluation. Comment va être évalué ce critère? Donc, on le voit, hein, sur le côté avec la méthode du patient traceur. Donc, on ira demander au patient, donc du point de vue du patient, les conditions d'accueil et de prise en charge ont respecté sa dignité et son intimité. Donc, on posera la question au patient, est-ce que on a respecté votre intimité, votre dignité? Est-ce que les professionnels ont fermé les portes? Est-ce que l'hygiène des locaux était acceptable, l'état des chambres, etc. Et du point de vue du patient, les professionnels respectent sa dignité et son intimité. Donc ça, c'est les questions qui seront posées aux patients et ensuite il y a des observations, donc les experts visiteurs iront voir est-ce que les équipements et les locaux garantissent la dignité des patients? Est-ce que les pratiques garantissent la dignité des patients? Donc là, ce sera au niveau des observations. Et c'est pour ça comme on disait tout à l'heure, c'est bien que les représentants des usagers s'imprègnent des observations parce que c'est vrai que les professionnels sont du coup, heu, beaucoup en établissement, ils ne voient plus forcément, voilà, les affiches qui sont indiquées, dans les services et cetera. Et donc c'est bien, de demander par exemple, bah, après c'est une idée, hein, mais de demander à votre établissement de vous imprimer la grille des observations et voilà, comme ça vous pouvez, vous balader dans l'établissement et vous dire: «Bah, voilà, je vais aller voir si les équipements et les locaux garantissent la dignité des patients. Est-ce que quand le professionnel est dans la chambre du patient, est-ce qu'il a bien fermé la porte?» Enfin voilà, c'est plein de petites choses que vous pouvez vous imprégner, pour, vous préparer à la certification et préparer l'établissement. Donc au niveau du référentiel, on a donc du coup 3 chapitres, le patient, les professionnels, donc les soins et l'établissement de santé. Et en fait, pour le chapitre du patient, on a essentiellement la méthode du patient traceur. On la verra juste après. Pour les soins, on a la méthode du parcours traceur, avec plus ou moins des traceurs ciblés. Sur l'établissement, la méthode, ce sera l'audit système avec plus ou moins des traceurs ciblés. Et comme on le voit, les observations, elles sont concomitantes à toutes les méthodes. On les trouvera dans chacune des 4 méthodes. Donc la méthode du patient traceur, donc ça va être évalué, c'est une évaluation qui est menée par un expert visiteur médecin et c'est une évaluation qui est menée au moyen d'une grille, donc d'évaluation qui est adaptée du coup au profil du patient. Si le patient est âgé, si le patient est adolescent, c'est vraiment adapté en fonction du patient. Donc dans la première étape, c'est d'identifier le patient pour pouvoir adapter la grille, informer le patient, recueillir son consentement. Est-ce que le patient est d'accord pour répondre aux questions des experts visiteurs?
et on recueille du coup son consentement. On rencontre le patient, donc on lui pose les questions. Ensuite, l'expert visiteur va rencontrer l'équipe pour voilà, bien voir si voilà, si par exemple le patient n'a pas réussi à répondre aux questions, ben, les questions seront posées à l'équipe et est-ce que, bah, voilà, ce que le patient nous a dit, est-ce que l'équipe, est en accord avec ce que le patient nous a indiqué aux experts visiteurs? Et ensuite on en fait la synthèse. Donc là, mais la méthode du patient traceur, ben, nous on accompagne pas mal d'établissements dans la région. Elle est bien connue, dans la région par les établissements. Donc n'hésitez pas si vous voulez un jour participer à un patient traceur, à le demander au sein de vos établissements. Vous allez voir, c'est vraiment riche d'enseignements et finalement, voilà, on laisse la parole au patient et il est content de pouvoir apporter, son point de vue, heu et son ressenti au cours de sa prise en charge. Et ensuite, donc une fois que les experts visiteurs seront venus en établissement, auront réalisé donc, les différentes méthodes, donc voilà, il est à la fin, l'établissement va pouvoir recevoir un rapport. Donc les résultats seront disponibles un petit peu sous forme de graphique, par objectif. Vous l'avez par chapitre, par objectif et par critère. Donc voilà, c'est avant, c'est vrai que c'était pas du tout comme ça, mais les graphiques, ça permet que ce soit plus simple, plus lisible et ça permet aux établissements du coup de se valoriser, de s'améliorer. On voit tout de suite un petit peu les points, à améliorer. Et ensuite, donc comme on le disait tout à l'heure, il y a un rapport de certification, donc avec, une publication, donc l'établissement de santé qui doit, diffuser au sein de l'établissement ou professionnel, une diffusion publique sur le site de la l'AHS et une diffusion, heu, sur le site de l'ARS, en région. Donc je vous ai mis le lien vers, Qualiscope où vous du coup, vous allez pouvoir retrouver, tous tous les rapports de certification, des établissements qui sont déjà passés. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a des questions sur la méthode patient traceur. Donc, comment sont sélectionnés les patients interrogés et comment se passe le questionnement, donc par une personne ou par une équipe? Alors, comment le patient est sélectionné? Alors en fait, la HAS, envoie à l'établissement un pré-calendrier et dans ce calendrier, la HAS dit: «Bah, voilà, l'établissement, a un service de maternité, a un bloc», voilà, identifie vraiment tous les secteurs de l'établissement et du coup, voilà, la HAS dit: «Ben, nous, on va aller interviewer, un patient au niveau de la maternité». Par exemple, une maman qui a subi, une césarienne. On va aller interviewer un enfant qui est passé au bloc opératoire, en ambulatoire. Donc en fait, le profil des patients donc les établissements le savent déjà en fait, en remplissant les données, quand ils s'engagent dans l'évaluation, donc ils doivent, remplir leurs données, ils ont déjà voilà, le nombre de patients traceurs, qui seront, évalués lors de la visite de certification et ensuite ils savent que, bah, voilà, s'ils ont une maternité, il y aura forcément des patients traceurs en maternité. C'est vraiment en fonction des secteurs de l'établissement et ensuite on sélectionne les patients interrogés. Alors on demande à ce que le patient, soit en fin de séjour si c'est possible, donc pour permettre d'avoir vraiment tout le vécu au niveau de la prise en charge. Donc c'est un patient qui est sortant, et ensuite il est interrogé. Donc voilà, on va prendre un patient qui, voilà, sait s'exprimer, qui est d'accord pour participer à l'interview et voilà. Voilà comment sont sélectionnés les patients. C'est les professionnels du coup qui sélectionnent les patients, qui les informent et qui recueillent leur consentement et on demande souvent que ce soit proche, le plus proche possible de la sortie, quand c'est possible. Et ensuite, le questionnement du patient est-il fait par une personne ou une équipe? Donc en fait, lors de la visite de certification, c'est un groupe d'experts visiteurs, médecins qui vient interviewer le patient. Donc souvent, ils sont 2 à interviewer le patient et les établissements, lorsqu'ils réalisent leur évaluation en interne, lorsqu'on s'entraîne, c'est avec nous, le réseau, quand on vient réaliser des patients traceurs en établissement, on est 2 également. Souvent, c'est un binôme heu, qui interviewe le patient, mais ça m'est déjà arrivé d'interviewer le patient et que l'établissement me dit: «Bah, est-ce que ça vous embête si le représentant des usagers participe?» Et donc le représentant des usagers participe, donc là on est un trinôme, mais voilà, on identifie toujours, au sein du binôme la personne qui va poser les questions et plutôt une personne du coup qui va reprendre, à la main, enfin voilà.
et qui va rebondir si jamais il y a une question sur laquelle l'animateur a oublié de poser une question, etc. Mais souvent, c'est un binôme. Alors ensuite, c'est l'établissement ou les experts qui sélectionnent le patient. Alors c'est l'établissement, en fait, les experts vont dire: «Bah, voilà, nous, on va réaliser un patient traceur, dans tel secteur, dans tel service». Du coup, c'est l'établissement qui va, avant sélectionner 3 à 5 patients, donc qui va leur demander leur accord, faire signer une feuille, de consentement et le jour J, les équipes, heu, expliquent: «Bah, voilà, on a 5 patients». Voilà, ils décrivent un petit peu les 5 patients. C'est possible que le jour J, l'équipe dit: «Bah, par contre, ce patient-là, il n'était pas bien hier, est-ce que ça vous embête si on le retire?» Et dans les 4 sélectionnés, ben, les experts visiteurs choisissent, un des 4 patients. Et ensuite, le médecin qui fait l'entretien fait-il partie de l'établissement même jugé partie? Qu'est-ce qui Alors en fait, en évaluation interne, quand l'établissement, s'entraîne, ça peut être un médecin qui fait partie de l'établissement. Malheureusement, des fois, les établissements n'ont pas vraiment le choix. On demande souvent de prendre un médecin qui est d'un autre service, voilà, pour réaliser l'entretien ou des fois les établissements font appel à nous pour qu'on soit des personnes un petit peu extérieures. Mais par contre, le jour J, le jour, de la visite des experts visiteurs, c'est les experts visiteurs qui réalisent l'entretien, donc qui ne font pas partie de l'établissement et qui ne sont pas de la région. Donc, là, il y a pas de jugé parti. Donc qu'est-ce qui garantit l'indépendance et la pertinence des évaluations, et des rapports? Bah, c'est surtout le fait que c'est réalisé par des experts visiteurs, donc c'est vraiment indépendant, c'est des personnes indépendantes à l'établissement, donc voilà, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur, donc qui vont venir évaluer, le jour J l'établissement, de santé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'ai bien répondu aux questions, si c'était ce que vous attendiez? Pour l'instant, je vois pas de réaction et en tout cas, il y avait des choses dans le chat, mais ça a été repris dans les questions, tu les as traitées. Donc pour l'instant, Parfait. c'est bon pour nous. Alors juste si vous souhaitez un petit peu en savoir plus, c'est vrai qu'il y a un guide HS qui est pas mal, qui date un peu, bon ça date de juillet 2015, mais qui est toujours d'actualité. C'est «S'impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue des usagers». C'est un guide à destination des représentants des usagers et qui a été produit par les représentants des usagers et qui est vraiment source d'information. Donc, je vous ai remis le lien ici et qui peut être vraiment, intéressant pour vous, à lire et ensuite, bah, on a remis le lien vers le site internet de la HAS, donc avec, le référentiel, les fiches pratiques, les guides d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers, les fiches pédagogiques, et cetera. Ensuite, il y a des modules de e-learning pour chaque, méthode d'évaluation, des supports de présentation, des documents d'information, des affiches, et cetera. Vous pouvez du coup tout retrouver sur le site internet de la HAS. Et c'est vrai que nous, enfin sur le site internet du réseau, vous allez pouvoir aussi retrouver, on réalise des webinaires sur les différentes méthodes de certification à destination des professionnels. Si vous souhaitez y avoir accès, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, il y a le mail à la fin du diaporama. Mais voilà, si vous souhaitez y avoir accès, n'hésitez pas. Donc là, on vous a remis, voilà, c'est les guides, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est à partir de la page 270, les fiches pratiques destinées aux représentants des usagers et guide d'entretien des experts visiteurs avec les représentants des usagers, où là, vous allez voir, il y a vraiment la HAS vous a remis vraiment toutes les questions qui peuvent vous être posées lors de la visite de certification. Et vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de reprendre ces questions. Déjà, dès à présent, essayez d'y répondre et ne pas hésiter à aller voir en établissement et à interpeller l'ingénieur qualité, etc. Et vous dire, bah voilà, j'ai commencé à préparer mes questions, il y a des questions sur lesquelles je suis en difficulté, est-ce que vous pouvez m'aider? Comment je peux m'impliquer un peu plus? Est-ce que je peux vous aider dans la préparation à cette visite de certification? Voilà, n'hésitez pas surtout à interpeller, les interlocuteurs, au sein de vos établissements. Donc là, c'est les fiches pédagogiques HAS, évaluation de l'engagement patient et usager, évaluation de la gestion des droits des patients, où là, en fait, ça décortique un petit peu ce que les experts visiteurs vont voir sur le terrain. Donc vous avez vraiment toutes les infos dans ces fiches pratiques. Est-ce que vous avez des questions? Donc n'hésitez pas, on a remis nos mails à la fin
du diaporama, hein, n'hésitez pas, même si, enfin là, il y a quand même eu pas mal d'informations ce matin, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on reste disponible, nos mails sont juste ici. Et n'hésitez pas, même si c'est dans quelques semaines, quelques mois, on reste toujours disponible pour vous aider. Merci Laurine. Je ne vois pas de questions pour l'instant, pas d'autres réactions. On a encore quelques minutes. Si des questions arrivent maintenant, c'est tout à fait le moment. Je te remercie pour cette présentation. Et donc, effectivement, je plus sois ce dernier point sur lequel nous sommes à disposition. Et n'hésitez pas à nous remonter des questions, et que ce soit chez France Asso Santé, le réseau Santé Qualité Risque, et on sait qu'on peut compter sur l'un ou l'autre des partenaires pour relayer au besoin aussi les questions si ça dépasse notre propre expertise. Je vais profiter du temps qui nous reste un petit peu pour vous partager le diaporama, plutôt les éléments et événements de la délégation de fin d'année, puisqu'il y a des choses qui vont un petit peu rebondir sur ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Donc, ça me semble assez important de pouvoir remettre un petit peu en perspective, puisqu'on a encore quelques événements qui vont nous mobiliser là sur les derniers mois de l'année. Je suis en train de charger le document, donc il y a le webinaire antibiorésistance qui va arriver à l'écran, mais que nous allons vous proposer le 20 novembre prochain, donc sur lequel nous avons travaillé avec un autre partenaire. Si vous avez des questions sur l'antibiorésistance, le rôle que le RU peut avoir aussi dans la lutte contre l'antibiorésistance, n'hésitez surtout pas à participer à ce webinaire, hein, qui sera sur un format assez proche de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc là, vous l'avez sous les yeux. Donc le 20 novembre prochain, webinaire antibiorésistance. J'ai évoqué la formation projet des usagers qui sera le 23 novembre prochain, pour laquelle il reste quelques places à Arras. Donc si vous êtes disponible et intéressé, n'hésitez surtout pas. La formation lutter contre les infections associées aux soins, donc ça c'est un format très court en visioconférence le 30 novembre prochain matin, aux 2 heures d'échange avec une formatrice du réseau France Asso Santé sur cette thématique. La formation accompagner les usagers en médiation qui a lieu en visio les 4 et 5 décembre prochains, sur laquelle ça commence à se remplir très très vite, mais n'hésitez pas à indiquer votre intérêt, puisque étant une formation en visio, on peut appliquer une liste de temps, donc n'hésitez surtout pas. Et enfin, pour les RE qui auraient été nommés cette année, qui n'ont pas encore fait la formation, on a la formation RE en avant, la dernière de l'année, qui sera programmée le 11 et 12 décembre à Lille. Et l'événement annuel, les assises régionales des représentants des usagers que j'ai pu évoquer tout à l'heure, qui aura lieu le 8 décembre prochain, qui auront lieu le 8 décembre prochain à Arras. Pour l'instant, on a pu communiquer assez largement. Un programme devrait arriver dans vos boîtes mail dans les prochains jours, un pré-programme, on va dire, avec les premiers éléments qui pourront vous permettre de vous projeter un petit peu plus sur les thématiques qu'on va aborder sur cette journée. Mais je peux déjà vous dire que toute l'équipe a à cœur de vous permettre d'échanger librement et d'avoir des vrais temps de convivialité entre RU, quel que soit votre territoire, quelles que soient vos instances. Et ce sera l'occasion de grandes annonces pour l'année 2024. Donc, je vous invite tous à venir, puisqu'on pourra déjà se projeter, que ce soit sur la formation ou les événements pour l'année 2024. Tout ça sera partagé à cette occasion. On a pu parler notamment patient traceur. La formation patient traceur sera programmée en 2024, donc vous pourrez avoir la date le 8 décembre. La formation projet des usagers, on a parlé un petit peu qualité sécurité. On va reprogrammer aussi ces formations en région. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir avoir en calendrier ce 8 décembre. Donc je vous invite vraiment à venir, et puis on pourra avoir des petites annonces concernant nos événements de l'année 2024. Donc, ça sera un grand moment de lancement aussi de l'activité 2024.
Donc n'hésitez pas. Ce document est disponible sur notre site internet. Je vous le remettrai aussi et je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez y accéder. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un document PDF. Si vous êtes intéressé par un ou l'autre des événements, vous n'avez qu'à cliquer sur l'événement et vous êtes renvoyé au formulaire d'inscription qui vous permet directement de faire votre demande d'inscription et on revient vers vous par la suite. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc toute l'équipe de France Asso Santé est à votre disposition. L'équipe du réseau Santé Qualité Risque, sans vouloir parler pour vous, je pense que vous êtes aussi à la disposition des représentants des usagers. Donc je pense qu'on va pouvoir terminer cette matinée. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je remercie tous les représentants des usagers qui ont été avec nous ce matin, qui ont participé à ces échanges riches. Et puis, j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience puisque c'était 3 webinaires particulièrement intéressants. 4 avec le webinaire de lancement de la semaine sécurité patient qui a aussi été un franc succès et qui a permis à beaucoup de représentants des usagers de voir un petit peu plus clair sur leur rôle et j'ai beaucoup de retours qui me disent qu'ils vont pouvoir tenir des stands à cette occasion. Donc n'hésitez surtout pas. Je remercie tout le monde et en particulier le réseau santé avec Laurine aujourd'hui pour tous ces webinaires cette année. Et on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous remonter des thématiques aussi qui pourraient vous intéresser, sur lesquelles, pour l'instant, on ne propose pas de formation ou de webinaire, mais qui pourraient vous intéresser, sur lesquels on pourrait travailler avec nos partenaires. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Merci Maureen. Merci, au revoir.